Et à l'écoute de la radio Futur Média, voici le grand journal. Antoine Diouf. Quartier montagne de Louga, c'est là qu'habite le jeune pêcheur tué par les gardes-côtes mauritaniens. Chez Fallou Sall, c'est la consternation, nous y serons. L'ancien ministre de la Pêche, Pape Diouf, appelle à la reprise des négociations entre le Sénégal et la Mauritanie sur les licences de pêche. Il était l'invité d'RFM Matin. Affaire des 4 touristes espagnols en Casamance, aucune nouvelle du chauffeur qui les transportait. Du côté des enquêteurs, c'est le silence total. Les autorités diplomatiques espagnoles à Dakar ne veulent pas non plus se prononcer sur l'affaire qui a fait grand bruit ces derniers temps. Le procès de Khalifa Ababacar Sall, Dakar et Abuja synchronisent pendant que la bataille sur les exceptions de nullité se poursuit dans la capitale sénégalaise. La Cour de justice de la CEDEAO, saisie par les conseils du maire de Dakar, se penche sur la requête. C'est à Abuja, bien sûr. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal en grève pour 48 heures. Un mouvement qui a un impact à l'hôpital Albert Royer de Dakar, mais également à l'intérieur du pays. Le SAES est également en grève, c'est pour 48 heures. Les enseignants du supérieur sont fatigués d'attendre la plénière sur l'amélioration de la pension de retraite. Et puis le Sénégal, capitale mondiale de l'éducation pour 48 heures. Plusieurs personnalités, dont le président Macron, vont prendre part à cette rencontre prévue jeudi et vendredi à Dakar. À ce propos, RFM vous propose une série de sujets sur l'éducation au Sénégal. Binta Diallo, bonjour. Bonjour Antoine. Les titres de l'actualité internationale. Des nouvelles de l'otage colombienne retenue au Mali. Gloria Cecilia est apparue dans une vidéo. Ces otages l'ont remise à l'agence de presse privée mauritanienne Al-Akbar. Nous serons en direct avec Mohamed Diop de Nouakchott. Un observatoire africain pour les migrants. L'idée a été émise par le roi du Maroc. Mohamed VI était au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. L'opposition togolaise dans la rue demain, mercredi jusqu'à samedi prochain. 14 partis politiques qui demandent entre autres le retour à la constitution originelle de 1992. L'on vous retrouve aux alentours de 12h15 pour le développement. Les sports avec Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Antoine. Le menu. Nous allons parler de football, préparation de la Coupe du Monde 2018, la non-programmation de matchs amicaux pour les Lions à Dakar par la fédération, une question passée au crible par les spécialistes du football. Handi Basket, la fédération sénégalaise demande l'appui de l'État pour équiper les équipes en fauteuil roulant et en matériel avant l'entame des compétitions. Nous parlerons également de lutte avec frappe. Big Pato, le lutteur policier, tient son deuxième combat de sa carrière. À suivre la chronique de Papa Sambakan dans Point de vue. Nous reviendrons sur l'affaire du pêcheur guet-ndarien tué par des gardes-côtes mauritaniens. Comment cette affaire doit-elle être gérée par les autorités sénégalaises? Le débat du jour, c'est aux alentours de 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. RFM Midi. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. 48 heures après la mort du jeune pêcheur Fallou Sall, victime des gardes-côtes mauritaniens, nous nous sommes rendus auprès de sa famille à Louga, au quartier Montagne, où la dépouille de Fallou Sall est attendue. C'est la consternation, mais l'on s'en remet à Dieu. Louga, Ousseynou Diagne. Le visage plongé dans un recueil de Khassaïd Amdi Sall, oncle de Fallou, le jeune pêcheur abattu par des gardes-côtes mauritaniens, accepte cependant la volonté divine. Des yeux rougis par une nuit blanche, une voix tremblante renseigne sur l'émotion qui étreint en ce moment le septagénaire, malgré tout témoigne sur son neveu. Depuis 2 ans, il a embarqué avec ses oncles qui sont des guet-ndariens. Il faisait correctement son travail. Il est né ici dans cette maison. Il a fréquenté le Dara et puis l'école française. Fallou est un cousin qui appelait très souvent via WhatsApp pour avoir les nouvelles des siens. Wagne Khadi, choqué par la disparition de celui avec qui il échangeait beaucoup. Il m'avait envoyé récemment
récemment d'ailleurs son nouveau numéro WhatsApp alors qu'il était en mer. C'était un frère exemplaire. Je prie qu'Allah l'accueille en son paradis. Parents et amis se succèdent au domicile des Salles au quartier Montagne en attendant de recevoir la dépouille et l'inhumation prévue à Touba. Louga, Al-Ousseynou Diagne, RFM. C'est le retour au calme à Guet Ndar après une journée très mouvementée durant laquelle les pêcheurs de Saint-Louis ont manifesté leur colère suite à la mort d'un de leurs atteints par balle par les gardes-côtes mauritaniens. Le déplacement du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye à Saint-Louis a calmé la furie des pêcheurs suite à une rencontre tenue à la gouvernance. Correspondance Mohamed Nabissila. La réaction du président Macky Sall et de son gouvernement agrée les pêcheurs de Guet Ndar. La présence d'un navire de la marine sénégalaise les rassure. Baye Diallo, le président du comité local de la pêche artisanale, invite à plus de responsabilité de la part des pêcheurs. Depuis longtemps, on est très rassurés parce que toujours le gouvernement du Sénégal nous a assistés dans ces genres d'épreuves. Bon, à chaque fois que cela se produit, depuis l'arrivée de Macky Sall ici, il nous a toujours appuyés, il nous a accompagnés. Bien vrai, il faut respecter notre frère, notre pays frère, la Mauritanie, mais aussi il faut respecter les instructions du chef de l'État et de son gouvernement. Plus particulièrement le ministre de la Pêche qui n'a ménagé aucun effort avec le ministre de l'Intérieur. On les a tous entendus. Vraiment, bon, nous les encourageons, mais nous appelons aussi à la population de la langue de Barbarie à plus de retenue, à tenir leur mal en patience pour un petit laps de temps et que l'État va s'y mettre, Inch'Allah. Regroupés autour de quelques grandes places à Guet Ndar, d'autres pêcheurs affichent leur satisfaction, non sans appeler à la pérennisation de la mesure. La marine de l'armée, on essaie de voir comment baliser et mettre des infrastructures. waaw Macky Sall li mu def ak démb ministère bi ñëw bi mu fi ñëw li mu wax dal na suñu xel. Ils feront en sorte que ça va sécuriser les populations et aussi la partie adverse saura que vraiment il y a un changement. Le calme est revenu à Guet Ndar où les populations restent encore dans l'attente du corps du pêcheur qui a été tué par les gardes-côtes de la Mauritanie. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Toujours à Saint-Louis, où les populations de Guet Ndar ont manifesté hier contre la mort du jeune pêcheur à Fallou Sall. Un taxi clando a été incendié, d'où la colère des conducteurs de taxi clando qui observent un arrêt de travail. Vous entendrez leur porte-parole Ibrahima Fall lors de nos prochaines éditions. L'ancien ministre de la Pêche, Pape Diouf, regrette l'incident grave entre gardes-côtes mauritaniens et pêcheurs saint-louisiens. Il appelle à la reprise rapide des négociations entre les deux États sur les licences de pêche. L'ancien ministre Pape Diouf souligne par ailleurs que les Mauritaniens ont aujourd'hui d'énormes besoins en poissons. Il était l'invité de RFM Matin. Il faut le déplorer, surtout entre deux pays voisins, que l'histoire lie. Et nous sommes appelés en tout cas à rester des voisins, parce que personne n'a choisi ses voisins. Ce qui a changé, c'est que dans les années avant 2013, 2008, vous savez très bien que les Mauritaniens n'étaient pas de grands consommateurs de poissons. Mais également, il n'y avait pas d'industrie capable d'absorber tout ce qu'il y avait comme prise. Puisque vous savez, la Mauritanie, effectivement, les pays les plus poissons du monde. Ce qui fait qu'il y avait un surplus qu'il fallait effectivement évacuer. Et les Sénégalais en avaient besoin. Ce qui fait qu'à l'époque, ce n'était pas très très difficile. On sentait, mais ce n'était pas difficile parce que les Mauritaniens ne consommaient pas de poissons, ils n'avaient pas d'industrie. Donc, c'était plus facile. Mais au fur et à mesure que le temps passait, il y avait des industries qui se créaient en Mauritanie. Les Mauritaniens de plus en plus consomment du poisson, ce qui fait qu'aujourd'hui la situation est complètement différente. D'abord, il faut que tout le monde se calme. Tout le monde se calme, les populations surtout, puisque quand il y a mort d'homme, souvent on réagit de façon épidermique, mais il faut quand même savoir raison garder. Il faut savoir avoir un esprit de dépassement. Maintenant, laissez les autorités. Je crois que les autorités sont suffisamment maintenant informées, sensibilisées pour aller trouver des solutions. Mais il faut, je crois, que reprendre les négociations de la Mauritanie, non seulement sur le plan de la pêche, mais également tous les problèmes. Il est 12h09, vous suivez le grand journal. RFM.
fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. L'on cherche encore la vérité sur l'affaire des 4 touristes espagnols qui ont fait l'objet de braquages entre les localités de Karong et Cataba à Ziguinchor. Cependant, l'on ne s'est pas interrogé sur le chauffeur qui les transportait. Notre correspondant à Ziguinchor a tenté en vain d'entrer en contact avec le concerné et les organisations de transporteurs de la localité. Les enquêteurs, eux aussi, ne veulent pas aborder le sujet, tout comme les autorités consulaires espagnoles à Dakar. En attendant, l'enquête se poursuit. Ziguinchor, Laminba. Près d'une semaine après l'agression supposée sur les touristes espagnols sur la route nationale numéro 5, impossible pour l'instant de se faire une idée de ce qui s'est réellement produit ce jour-là. Le démenti apporté par le ministre de l'Intérieur sur les cas d'allégation de viol dont seraient victimes ces touristes espagnols a poussé bon nombre de gens à vomir cette histoire qu'ils avaient pourtant avalée. En l'état actuel des choses, la seule clé qui puisse édifier l'opinion en dehors des touristes eux-mêmes sur ce qui s'est réellement produit serait le chauffeur du véhicule qui les conduisait, mais lui à son tour est difficilement repérable depuis que l'incident s'est produit. Se trouve-t-il encore entre nos murs? A-t-il reçu des instructions pour les besoins de la discrétion de l'enquête? Difficile en tout cas de trouver une piste qui mène vers lui, même auprès de ses collègues. De Cap Skirring à Kafountine en passant par Ziguinchor, toute tentative de notre part d'être orientée vers lui en vue de lui parler s'est heurtée soit à une méfiance catégorique, soit à une opposition systématique d'accéder à notre requête. Quand on y ajoute la réponse que le consul général d'Espagne de Dakar a fait parvenir à notre rédaction, nous orientant vers le bureau d'information diplomatique du ministère des Affaires étrangères et de la coopération de l'Espagne, prétextant qu'il est incompétent et ne peut en dire plus sur cette affaire, on en déduit qu'on est encore loin d'être édifié sur ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, les acteurs du secteur touristique tiennent à ce que l'enquête aboutisse et que les responsabilités soient situées et au besoin sanctionnées si la thèse de la conspiration venait à être établie formellement. Laminba, Ziguinchor, Radio Futur Média. La situation en Casamance préoccupe l'Union diocésaine des femmes de l'archidiocèse de Dakar qui fêtait ses 33 ans d'existence à Dakar, à Fatick, Ces femmes catholiques déplorent ce qui se passe dans le sud du pays et appellent la paix de tous leurs vœux. Correspondance Aminata Goudiaby. La violence qui a refait surface en Casamance préoccupe l'Union diocésaine des associations féminines catholiques de l'archidiocèse de Dakar. Selon la présidente Madeleine Bassène, c'est une urgence que la paix s'installe de façon définitive en Casamance et partout ailleurs au Sénégal. Sans elle, rien ne peut se réaliser d'après elle. Nous en avons besoin. D'abord, nous les femmes, nous les mamans. Parce que sans la paix, nous ne pouvons rien faire. C'est dans cette paix que nous pouvons vivre, adorer notre Dieu. Quand on a la paix, on a le temps de prier. Quand on a la paix, on a le temps de vivre. Mais sans cette paix, disons, le pays ne va pas aller de l'avant. Nous déplorons ce qui s'est passé en Casamance, ce qui s'est passé là-bas depuis des années, ce qui s'est passé là-bas dernièrement. Et nous prions le Seigneur, Dieu, de toucher le cœur de ces gens-là et de les ramener à la raison. Madeleine Bassène appelle le gouvernement ainsi que les acteurs concernés à approfondir la réflexion dans le processus de paix en Casamance. Certains actes, d'après elle, ne doivent plus rester impunis. Gérer cette situation est difficile. Peut-être essayer d'aller en profondeur. Peut-être qu'ils trouveront les gens qui ne veulent pas qu'il y ait cette paix dans cette zone. D'essayer d'aller en profondeur pour voir qui sont les vrais responsables. L'Union diocésaine des femmes catholiques de l'archidiocèse de Dakar était à Fatick pour célébrer ses 33 ans d'existence autour du thème Femmes, source d'amour et de vie. Au sens courant, un jubilé est une fête qui célèbre l'anniversaire d'un événement, mais dans l'Ancien Testament, c'est l'année de grâce où sont remises les peines dues au péché. Chères sœurs, une mission nous a été confiée, celle de témoigner de notre foi et d'être solidaires les unes envers les autres. Notre rôle dans l'Église est indéniable, renforçons-le. Et ce sont pas moins de 3000 femmes qui se sont retrouvées à Fatick pour ce jubilé. L'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, et bien d'autres autorités de l'Église étaient également présents à cette cérémonie. Aminatou Goudiaby, Fatick RFM. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour Antoine. Le procès de Khalifa Ababacar Sall se poursuit. Aujourd'hui, le tribunal en est à la deuxième partie. C'est toujours sur les exceptions de nullité. Que doit-on retenir en plus de cela? Oui, dire tout simplement que fin du temps de parole pour la défense dans le cadre des répliques aux exceptions soulevées dans le débat judiciaire. 3h27 en tout à l'instant, c'est l'agent judiciaire de l'État qui monte au créneau pour faire des observations, apporter des éclairages, notamment sur la régularité de la procédure et la constitution du parti civil de l'État et de la mairie de Dakar. À l'issue de ce dernier tour, Antoine, un gros virage va s'amorcer
On devrait s'orienter vers un délibéré. Le juge a la possibilité entre joindre au fond ou statuer sur les exceptions, mais tout indique qu'il devrait opter pour la seconde hypothèse, puisque les questions posées au tribunal doivent être vidées pour avancer, savoir si l'État va se constituer ou la mairie partie civile. Si le juge suit le procureur et les avocats de l'État, le procès va continuer, mais si c'est la défense qui a l'oreille du tribunal, toute la procédure va être annulée, le procès va s'arrêter et la défense tient un atout de taille, le règlement 5 de l'UEMOA relatif à la présence de l'avocat dès les premières heures de l'interpellation, ce qui n'a pas été vraisemblablement le cas dans ce dossier, donc constitutif de nullité selon la défense. Mais attention Antoine, là, cela ne voudrait pas dire que les soucis sont terminés pour autant pour Khalifa Sall et compagnie, puisque aussitôt la main levée est prononcée en faveur des prévenus, le procureur Serigne Bassirou Gueye a la possibilité de faire appel, ce qui les maintiendrait dans les liens de la détention pour une seconde procédure avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir. Mohamed Ali Mouba en direct du tribunal de Dakar. Merci. Alors que le procès du maire de Dakar se déroule dans la capitale sénégalaise, un de ses conseillers se trouve en ce moment à Abuja au Nigeria. Maître Ciré Clédorli est à la cour de justice de la CEDEAO que les avocats de Sall avaient saisi. L'État est également représenté par Maître Ousmane Diagne. 12h15. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal a entamé aujourd'hui une grève de 72 heures. Le SAMES réclame le statut du médecin au gouvernement au menu de leur plateforme, également de la plateforme des médecins. La spécialisation, la grève du SAMES est ressentie à l'hôpital d'enfants Albert Royer de Dakar, mais les urgences sont prises en charge. Reportage à Wambaye. Mais si on va des urgences, les urgences ne peuvent pas attendre. D'habitude, le matin, le hall d'attente de l'hôpital d'enfants Albert Royer grouille de monde. Mais aujourd'hui, l'espace est à moitié vide. La grève des médecins est passée par là. La grève a eu un impact, un grand impact d'ailleurs, parce que ici, comme vous le savez, nous travaillons en milieu hospitalier et on reçoit des enfants. Et les enfants sont très fragiles, donc ils sont toujours malades. Mais là, ce matin, on a vu que la grève a eu un grand impact à notre niveau parce qu'on ne peut pas prendre tous les malades qui sont là. C'est Aminata Diallo-Bari qui explique ainsi l'impact de la grève sur le travail à Albert Royer. Mais elle précise que les urgences sont prises en charge correctement. Je suis infirmière d'État, surveillante à la consultation externe de l'hôpital d'enfants Albert Royer à Fan. Les urgences ne peuvent pas attendre. Quand les urgences sont là, quand les enfants sont là, on fait un tri et on prend les urgences, on donne un ticket rouge qui alerte le médecin et on envoie l'enfant auprès du médecin qui le prend. Le cœur serré, cette jeune dame à la silhouette frêle affronte le vent de ce matin, bébé sur le dos. Et elle retourne chez elle à Pout. La radio qu'elle devait faire aujourd'hui n'est plus possible à cause de la grève du SAMES. Pour d'autres parents qui viennent accompagner leurs enfants en consultation, certains médecins ont tenu quand même à travailler vu la fragilité du secteur de la pédiatrie. La grève du SAMES en région, elle est largement suivie à l'hôpital Matlaboul Fawzeni de Touba. Nous y reviendrons avec Mohamed Jodiop. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur est en grève pour 48 heures. Le SAES se dit fatigué d'attendre la plénière avec le gouvernement. Elle doit porter cette plénière sur l'amélioration de la pension de retraite des enseignants du supérieur. Voici le coordonnateur du SAES, Ibrahima Dali Diouf, au micro d'Anna Rocha. Oui, parce que le gouvernement s'était engagé depuis le mois de juin 2017 à respecter l'agenda qui avait été défini entre lui et le SAES, à savoir la mise en place d'une commission paritaire pour discuter des modalités pour rehausser la pension de retraite et après la convocation de la plénière. Seulement, il s'est avéré qu'après les travaux de la commission, la plénière ne s'est pas encore réunie. Et le Premier ministre ne veut pas convoquer cette plénière. C'est cela, en fait, qui fait que nous ne pouvons plus continuer à attendre parce que tout simplement... Est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi? Mais nous avons utilisé tous les moyens de lobbying possibles. C'est-à-dire que toutes les personnalités de ce pays-là, jusqu'au Comité national du dialogue social, ont été saisies et des rencontres ont été organisées. Mais ce qui nous reste actuellement, c'est de faire la grève pour faire comprendre à l'autorité que nous ne badinons pas sur cette question-là. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? C'est très simple. Premièrement, le gouvernement nous doit de l'argent depuis 2002 parce qu'il y a une partie qui est coupée sur notre salaire et qui n'est pas reversée quand on va à la retraite. Deuxièmement, nous voulons cotiser plus
pour que quand nous irons à la retraite, que nous puissions récolter plus. Et troisièmement, nous voulons également augmenter notre charge de travail semestrielle pour que cette augmentation de charge de travail puisse nous permettre de faire une cotisation, mais cette fois-ci pas en numéraire, mais en nature. Ce qui nous permettra de pouvoir atteindre 85%. Et cela, la commission qui a été dirigée par le ministre Birima Mangara, a déjà les conclusions issues de cette négociation-là. Le SAES va en conclave. Ça fait partie de notre stratégie en tout cas. Et ça sera pour revenir encore plus fort. Et nous espérons que d'ici là, que les problèmes vont être réglés. Parce que sinon, les universités ne vont pas être calmes cette année-ci. Le Sénégal abrite la 3e conférence mondiale sur le financement de l'éducation. Ce sera jeudi et vendredi prochain. Plusieurs personnalités sont attendues à cette rencontre. On peut en citer le président français Emmanuel Macron ou la chanteuse Rihanna. Dans le cadre de ce sommet international, RFM vous propose à partir d'aujourd'hui un focus sur l'éducation au Sénégal. Pour ce premier jet, nous nous intéressons justement à la question du financement de 40%. On parle aujourd'hui de 24% du budget national. Une enveloppe qui suscite d'ailleurs la polémique. Le constat est que l'État investit beaucoup d'argent dans le secteur de l'éducation, mais les résultats ne suivent pas. El Hadj Ndiogou. Indéniablement, le Sénégal est un bon élève, un des meilleurs élèves même du monde en matière de financement de l'éducation. Notre pays est largement au-dessus du seuil moyen de 20% du budget national à l'éducation recommandé par les Nations Unies dans l'objectif de développement durable ODD numéro 4. L'ancien régime, celui du président Abdoulaye Wade, s'est toujours targué de consacrer 40% du budget national à l'éducation. Mais ce chiffre a toujours suscité la polémique parce que les modes de calcul ne sont pas les mêmes. 40% du budget de fonctionnement ou du budget d'investissement de l'État. Des organisations de la société civile qui s'activent dans ce secteur ont toujours soutenu et avancé le chiffre de 27%. Et comme pour les conforter, la Banque mondiale, preuve à l'appui, a eu à démontrer que c'est 33% du budget qui était destiné à l'éducation par l'ancien régime. Aujourd'hui, le pouvoir actuel parle de 24% du budget. Le président Macky Sall, qui fait de l'éducation un axe important du PSE avec le paquet, le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, un programme qui s'étale sur la période 2013-2025. Cependant, il y a un bémol, les gros efforts dans le financement ne semblent pas donner les résultats escomptés. Beaucoup de problèmes sont notés dans le secteur de l'éducation. Par exemple, les abris provisoires pullulent, les salles de classe sont pléthoriques et les résultats des examens ne sont pas satisfaisants. En outre, le système connaît de façon récurrente des perturbations pour des problèmes d'argent. Les enseignants continuent de se faire entendre pour réclamer leur salaire ou leurs indemnités, d'où des questions légitimes. Où va l'argent de l'éducation? Quelle est sa destination et qui en profite? Il urge donc de revoir et de recentrer le financement pour que le Sénégal ait une école émergente. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Binta Diallo. Merci Antoine. L'otage colombienne retenue au Mali est apparue dans une vidéo. Elle s'appelle Gloria Cecilia Argoti. Ce sont ses ravisseurs qui ont remis la vidéo à l'agence de presse privée mauritanienne Al-Akbar. La religieuse colombienne enlevée en février dernier au Mali réclame dans la vidéo l'intervention du pape François pour sa libération. En direct de Nouakchott, Mohamed Diop. La vidéo dure 4 minutes 40. On y voit l'otage se présenter, Gloria, originaire de Colombie, âgée de 56 ans. Elle dit qu'elle fera 1 an de captivité le 7 février prochain. Et Gloria de s'adresser au pape François. Elle lui demande de faire l'impossible pour obtenir sa libération. Par cette apparition de l'otage, la coalition djihadiste Nusrat al-Islam ou al-Muslimin veut dire qu'elle se porte bien et coordonne ses membres pendant que la force du G5 se prépare pour la combattre. La preuve, la vidéo montre 8 anciens otages qui avaient été capturés par différents groupes aujourd'hui regroupés dans Nusrat al-Islam. Et les djihadistes tentent de dénigrer l'ennemi, décrit comme une force colonisatrice qui empêcherait la libération d'une religieuse catholique, pendant que ses ravisseurs seraient prêts à négocier sa libération. Peut-être même sans contrepartie, car ils impliquent le pape François et des fondations caritatives. Mohamed Diop, Nouakchott,
RFM. Mali toujours, le président du Haut Conseil islamique est en colère contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Cela fait suite, Antoine, aux attaques sanglantes survenues au nord et au centre du Mali ces derniers jours. Mohamed Dicko dénonce ce qu'il appelle la faillite de l'État et la mauvaise gouvernance. Le président du Haut Conseil islamique du Mali est très remonté contre IBK. Pour lui, l'État fait semblant d'exister mais n'existe presque pas. Mohamed Dicko, personnalité très influente, a été choisi par les autorités maliennes pour aider à trouver une solution au nord du pays. Il y a 5 ans, il avait appelé à voter Ibrahim Boubacar Keïta, mais pour la présidentielle de cette année, il dit qu'il réfléchira bien avant de donner une consigne de vote, selon nos confrères de RFI. Allons en Gambie, où la levée de l'interdiction de manifestations politiques a été effective, oui. Effective, Antoine. La décision a été prise par la police gambienne. Les manifestations et rassemblements politiques sont encore autorisés en Gambie après 15 jours d'interdiction pour cause d'incident. Daouda Diouf. La levée d'interdiction est intervenue hier après 2 semaines de pratique. Le bureau des relations publiques de la police gambienne informe le grand public que les partis politiques qui veulent organiser des meetings ou caravanes peuvent désormais introduire une demande d'autorisation auprès des commissariats de police pour étude. En mi-janvier, la police gambienne avait indiqué qu'en raison des incidents intervenus après des heures entre partisans d'Adama Barrow et CDA et Djamé ayant occasionné des blessés et des casses, elle ne délivrait plus aux partis politiques d'autorisation de manifester ou d'organiser des meetings alors que les élections locales sont prévues le 12 avril prochain en Gambie. Rappelons qu'en ce début du mois de janvier, à Boussoumala, c'est à une trentaine de kilomètres de la capitale Bandoul, des militants de l'Alliance patriotique pour la réorientation et la réconciliation APRE, du président Dessu Yahya Jammeh, actuellement en exil en Guinée équatoriale, avaient violemment affronté des militants du Parti démocratique uni, le PDU, dirigé par Adama Barrow. Des affrontements à l'arme blanche ayant occasionné des blessés et des propriétés détruites. Nouvelle marche populaire au Togo, Binta. À l'appel de l'opposition togolaise, demain mercredi jusqu'à samedi prochain, les 14 partis qui se regroupent au sein d'une coalition vont occuper la rue sur l'ensemble du territoire national. Ils réclament entre autres le retour à la constitution originelle de 1992 et l'instauration du droit de vote des Togolais établis à l'étranger. On termine avec un observatoire africain de la migration, une proposition du Maroc. C'est son roi qui en a fait état lors du sommet de l'Union africaine, un observatoire africain de la migration et un poste d'envoyé spécial de l'UA chargé de la migration. Les détails avec Adama Anouchkaba. Comprendre, anticiper et agir, 3 verbes qui vont résumer le travail de l'Observatoire africain de la migration. L'institution sera également chargée de développer l'observation et l'échange d'informations entre les pays africains pour maîtriser les flux migratoires. Voilà en résumé l'idée du roi du Maroc Mohamed VI adressée lors du 30e sommet de l'Union africaine hier lundi. En même temps, le Maroc se propose d'abriter cet observatoire. Il pourrait aussi y avoir un envoyé spécial de l'UA chargé de la migration. Celui qui sera désigné aura pour mission de coordonner les politiques de l'Union sur tout ce qui concerne la migration. Le roi du Maroc invite les pays africains à redéfinir les politiques de migration parce qu'il estime que la migration doit se faire dans la sécurité, la légalité, la régularité, l'ordre et le respect des droits humains. En décembre prochain, le Maroc doit abriter la conférence intergouvernementale d'adoption du pacte mondial et le forum global pour la migration et le développement. Le pays s'engage à faire de ces rencontres multilatérales une tribune pour l'Afrique. Antoine, c'est tout pour cette page internationale. Merci Binta. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans Point de vue, on parlera de la mort du jeune pêcheur guetndarien Falousal, tué par des gardes-côtes mauritaniens. Ce sera dans quelques instants. RFM Sport. Malal Junior Diagne, rebonjour. Rebonjour Antoine. Coupe du Monde 2018, pas de match amical pour les Lions à Dakar. Pas de match au programme pour l'équipe nationale du Sénégal à Dakar. Un constat fait donc et diversement apprécié par les acteurs du football. Le directeur technique national, les supporters et autres journalistes estiment que c'est une question qu'il va falloir encore étudier sur la CAM.
À quelques mois du mondial, l'on s'interroge sur la préparation de l'équipe nationale. Actuellement, un seul match amical est ficelé pour le 31 mai contre Luxembourg. Est-ce qu'un match amical à domicile est envisageable? Pas de réponse pour le moment. Mais la direction technique continue son travail, nous dit le directeur technique national Mayacine Mara. Nous travaillons et je pense que le jour où quand nous terminerons, effectivement, nous allons communiquer sur tout ça. Si c'est nécessaire qu'on le fasse et si effectivement que ça trouve effectivement les pays pour lesquels nous voulons jouer, effectivement, il y a des possibilités, mais pourquoi pas. De toutes les façons, pour le moment, on peut rien dire pour le moment, nous travaillons. En tout cas, jouer un match amical au Sénégal ou pas, ça ne semble pas déranger le président des supporters du 12e Gaïndé. Pour Issa Laye Diop, seul l'intérêt de l'équipe nationale compte. C'est vrai, faire plaisir au public, c'est bien beau. Mais nous, pratiquement, on n'a fait pas une exigence. La seule exigence qu'on a fait est que l'équipe soit dans d'excellentes conditions de préparation et de participation. Maintenant, si quand il est au Sénégal, ça se passe bien, tant mieux. Mais si elle juge que pour que l'équipe soit dans des conditions performantes, il faut qu'elle soit loin de sa base. Mais tant mieux aussi. Je pense que la seule importance, c'est que l'équipe soit performante. Qu'elle soit armée de morale, mais qu'elle soit armée dans un esprit de gagneur. Mais l'équipe, nous la portons dans nos cœurs. À Dakar, partout où elle sera avec nous. Le Sénégal, contrairement à ses adversaires, peine à trouver des sparring partners afin de permettre aux Lions d'avoir la meilleure préparation possible. Ce qui n'est pas sans conséquence pour l'équipe d'Aliou Cissé pour Russie 2018. Lutte, le roi des arènes Bombardier se teste au MMA. Vous allez nous expliquer. C'est donc, Antoine, une autre forme de sport de combat plus violent que la lutte sénégalaise, puisque là-bas, il y a des coups de pied, des coups de main, mais également tu peux taper ton adversaire s'il est au sol pour l'obliger à taper pour jeter l'éponge. L'adversaire donc de Bombardier, ce sera Rocky Balboa, un combat ficelé pour le 5 mai prochain. Son manager Papadia nous explique pourquoi Bombardier s'y est mis. C'est déjà officiel avec un promoteur suisse qui va organiser le combat Bombardier et Rocky Balboa en Suisse le 5 mai, Inch'Allah. Le MMA, c'est un peu différent avec la lutte sénégalaise parce qu'il y a des coups, il y a aussi des coups de pied et tu peux aussi donner des coups lorsque ton adversaire est en bas, donc jusqu'à ce qu'il démissionne. Ça fait 3 ans que Bombardier a commencé à étudier ces formes de lutte, donc il a aimé beaucoup le MMA. C'est pour cela qu'il veut continuer sa carrière avec le MMA. Cette fois-ci, c'est pas la peine d'avoir l'aval du CNG parce que c'est pas la même forme de lutte, c'est pas aussi la même fédération. Voilà, c'est pas la même façon de lutter encore. Et qu'en est-il du combat contre Oumoussène? C'est tombé à l'eau, c'est mort? Bon, oui, c'est mort parce que le contrat est fini depuis quand? Depuis l'année dernière. Donc, on a négocié avec le promoteur jusqu'au 25 décembre passé. Donc, dès le 26 que le contrat est. On est maintenant libre. On reste avec l'écurie de Mbour pour parler de Big Pato. Antoine, c'est le lutteur qui est policier de son état qui a signé son 2e contrat pour un combat qui va l'opposer le 18 mars prochain à Tech Choc. Déjà, Big Pato est à l'entraînement pour essayer donc de signer une 2e victoire pour faire honneur aux forces de l'ordre. Big Pato nous a rendu visite ce matin. Bon, c'est un combat qu'on a pris parce qu'on s'est déjà préparé depuis très longtemps. On attendait juste un adversaire. Ça fait longtemps qu'un promoteur nous proposait un combat, mais maintenant c'est officiel. Ce sera un lutteur de l'écurie Ben Brangbolo, Texoc. Donc on est déjà prêt pour le combat. On n'attend que le jour J pour confirmer. C'est un combat qu'on prend très au sérieux parce qu'en général, le 2e combat doit être un combat de la confirmation. On a déjà une victoire. Donc on va essayer de cesser cette 2e victoire qui sera la victoire de tout un peuple sénégalais, du peuple sénégalais même. Du peuple sénégalais, Antoine, donc affaire à suivre. On termine avec le handi basket. La fédération veut plus de moyens pour assister les participants. Plus de moyens pour donner plus de chaises roulantes aux participants du basket, mais également plus de terrain et de subventions. Après 2 journées de championnat, Yorognan, le chargé de la communication, fait le point avec RFM. Il y a des améliorations parce qu'on a débuté tôt cette année par rapport à l'année dernière. D'habitude, on démarrait tardivement, mais toutes les conditions étaient déjà prises. On a commencé à bourrer. Actuellement, on est à la 2e journée et tout se passe bien. Oui, on avait au départ 10 équipes. Les 2 sont revenus sur leur qualification. Pour être plus concret, c'est Guédiawaye et Rufisque qui ont demandé d'être disqualifiés jusqu'à l'année prochaine parce qu'ils ne sont pas prêts pour participer à ce championnat. À la simple, les équipes vont se rencontrer. Dakar, Ziguinchor, Kaolack, Thiès. Ce sont les régions qui participent. À Dakar, on a plusieurs équipes. À Kaolack, on a une seule équipe. À Thiès, une. À Mbour et à Kaolack. Ils vont se rencontrer. Après, on va faire les playoffs et la grande finale. Les grands freins, c'est surtout les moyens. Toujours les moyens, comme vous l'avez demandé tout à l'heure. Parce que on a un grand budget, comme vous le savez.
que se déplace. On doit faire, par exemple, une équipe qui doit aller Dakar-Ziguinchor va dépenser presque plus de 500 000 francs. L'équipe de Ziguinchor qui se déplace tous les jours aussi pour venir à Dakar, Thiès, partout aussi. Le plus grand frein, c'est les moyens. Mais aussi la disponibilité des terrains. Parfois, on a des problèmes de terrain parce que les terrains sont partagés avec d'autres clubs. Mais on est en train de gérer tout ça. Voilà, Antoine. Merci Malal Junior Diagne. Allez, au revoir. RFM, la chronique du jour. La chronique du jour, Papa Sambakan. Au moment où j'entame la confection de ce billet, Guet Ndar est en émeute. Ces populations s'en prenant au boutiquier mort parce qu'un pêcheur de la localité aurait été tué par des gardes-côtes mauritaniens. On connaît le flou dans lequel baignent nos relations si sensibles avec notre sourcilleux voisin, sourcilleux pour dire le moins, bien évidemment. Cela vient s'ajouter à une ambiance déjà tendue au plan national. L'université qui brûle, la grève des employés municipaux, la grogne aussi, ponctuée de débrayages, cours et menaces d'action plus vigoureuses chez les enseignants. Certains viennent de claquer la porte du Premier ministre John, qui n'a pas su leur vendre sa prime de 6 000 francs. Le procès de Khalifa Sall, où tout est mélangé. Émotions, feintes et réelles, politique nationale comme partisane, justice, business, trafic d'influence et trafic divers. Accusation de recel ou de complicité dans le partage de la cagnotte d'avance, contre des caciques du régime, contre attaque de ces derniers, pleurs et lamentations chez les partisans du maire de Dakar. Sans parler de l'imbroglio casamancé, déjà assez tragique comme ça, avec la tuerie de Bafa, à laquelle, hélas, il va falloir ajouter le flou entourant ce viol qui serait inconscient vu les conséquences que cela pourrait avoir sur une économie régionale déjà très mal en point. Pourtant, dans cette ambiance que, pour rappel, la révolte des Guet-Ndariens vient alourdir, il ne reste plus à l'observateur attentif qu'une attitude possible. Faire confiance. Et oui, sauf à désespérer de notre pays, c'est la seule attitude qui s'offre à nous. Faire confiance aux Sénégalais à quelque niveau de responsabilité qu'ils se situent pour se rendre compte d'une chose simple, simplissime. Aucun pays ne peut supporter longtemps un enchaînement d'événements aussi gros de dérapages les uns les autres. Une telle pression dans tous les secteurs, jusque sur des populations obligés de brûler des ordures s'amoncelant dans leurs maisons, sinon d'attraper une saleté de maladie, de mettre leurs enfants, même quand ils n'en ont pas les moyens, dans les écoles et instituts privés, pour fuir des grèves intempestives d'enseignants. Population également poussée à douter des hommes politiques et même, plus grave que tout, de la justice. Le tout dans une atmosphère de sauve-qui-peut permanente où chacun semble ne se soucier que de son propre devenir. Le devenir de la nation, son équilibre général, on verra plus tard. Or là, l'adage qui veut qu'on ne doive pas scier la branche sur laquelle on est assis me paraît plus que faible devant ce tableau désolant. J'ai vraiment l'impression que c'est le tronc même de l'arbre Sénégal que l'on saccage en toute bonne conscience. RFM, la presse du jour. Georges Detchediop. Ce fut chaud. Très chaud hier à Saint-Louis. Des émeutes à Saint-Louis selon l'Observateur. Cela fait suite à la mort du jeune pêcheur Fallou, tué par balle samedi par les gardes-côtes mauritaniens. Un meurtre qui a mis les jeunes des quartiers de Guet Ndar, Langue de Barbarie et autres dans tous leurs états. Ils ont manifesté bruyamment leur colère selon l'Observateur qui titre Get Happens à Ndar. Oui, Ndar était à feu et en larmes selon mon confrère qui note que des boutiques et des bâtiments publics ont été vandalisés. Presque tous les journaux ont braqué leurs projecteurs sur la vieille ville et rendent compte de la chaude journée d'hier. Le journal Le Quotidien fait état de temps agité à Ndar et relève le saccage de biens de Mauritaniens. 4 véhicules brûlés. Le Quotidien souligne que l'intervention de la police n'a pas pu calmer les esprits. Bref, Saint-Louis s'est embrasé hier si l'on se fie à Vox Populi qui nous apprend par ailleurs que le Sénégal déploie un navire de guerre à la frontière pour protéger les pêcheurs. L'information est aussi rapportée à la première page de l'Observateur. Selon l'Obs, le ministre de l'Intérieur promet un patrouilleur de l'armée pour protéger les pêcheurs contre les gardes-côtes mauritaniens. Aly Ngouille Ndiaye était à Saint-Louis à la tête d'une délégation gouvernementale
gouvernementale pour calmer la tension ambiante et faire entendre raison les délégations des populations. Ça n'a pas suffi. Le chef de l'État s'est saisi du dossier d'Addis Abeba où il se trouve. Macky Sall, selon l'Observateur, a réclamé toute la lumière sur la mort de Fallou, car pour lui, on ne peut pas laisser tirer comme ça sur des citoyens. Les Échos met ses propos du chef de l'État en exergue. Sud Quotidien, lui, en fait son titre du jour. Photo du chef de l'État à l'appui. Et Vox Populi en déduit que Macky Sall se braque. Et qu'en est-il du président Aziz de la Mauritanie? Le journal nous apprend qu'il s'est excusé. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête à Addis Abeba si l'on en croit Sud Quotidien. Et au regard de tout cela, Enquête parle d'une affaire d'État. Et pour cause, l'AS le souligne bien d'ailleurs, Macky et Aziz ont pris le dossier en main. L'AS qui fait savoir qu'un émissaire de la Mauritanie est attendu à Dakar mercredi. Et ce mardi, aujourd'hui, les yeux sont rivés sur Abuja au Nigeria où l'affaire Khalifa Sall est au rôle de la Cour de justice de la CEDEAO. Et hier, au procès en correctionnel au palais de justice de Dakar, le clou selon Tribune, c'est l'article 5 du règlement numéro 5 de l'UEMOA relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA. Les avocats assistent leurs clients dès l'interpellation durant l'enquête préliminaire dans les locaux de la police, de la gendarmerie et devant le parquet. Et de l'avis de Tribune, la suite est comme une pépite d'or pour la défense car l'article précise que mention de cette formalité est faite sur le procès verbal d'audition à peine de nullité. Et pour Maître El Hadj Diouf, comme pour tous ses autres confrères, le tribunal ne peut pas fermer les yeux sur cet élément jugé capital qui suffit à lui seul à annuler toute la procédure contre leurs clients. C'est sans doute tout cela qui fait dire à Tribune que le salut passe par l'UEMOA. Seulement, Serigne Bassirou Gueye est convaincu que la procédure ira jusqu'au bout. Et à la première page de l'Observateur, le procureur de la République déclare à l'endroit de Khalifa Sall, je le cite, « Il a pris, je le dis, je le répète et je le confirmerai ». Le dossier Khalifa Sall, vu par le porte-parole du gouvernement et de l'APR dans une interview accordée au quotidien national Le Soleil. Seydou Gueye affirme que c'est une affaire de droit commun malgré tout le bruit fait autour de ce procès. Et au sujet de Karim Wade, il confie que le PDS est libre de choisir qui portera les couleurs fanées de son camp. Seydou Gueye, pour qui l'appel au dialogue enjambe les partis, a souligné que réclamer des concertations alors que le dialogue est ouvert et libre, c'est ajouter de la schizophrénie à l'incohérence. L'affaire Ouari contre Millicom. Libération révèle que le juge s'en lave les mains. Selon le journal, le tribunal s'est déclaré incompétent. La balle est désormais dans le camp du tribunal arbitral de Paris, même si Ouari a d'ores et déjà décidé, selon Libération, de faire appel. À la une de Source A, sale temps pour les biens de AHS à l'heure de l'inventaire. À l'origine, selon Source A, un véhicule Toyota a été dérobé et d'autres 4x4 confisqués par d'anciens directeurs de service. Des biens qu'ils refusent de restituer malgré les correspondances de relance. Sport, lutte avec frappe, Modou, l'acte de guerre 2. L'Observateur fait le débriefing. L'acte 2 soutient être le lutteur le plus détesté de l'arène. Modou lui confie que c'est Yekini qui a gagné le combat. À la une de Sunulam, il déclare que c'est Yekini qui lui a donné les clés de la victoire, non sans souligner qu'il a donné des opportunités, mais Lac avait peur. Lac 2 justement, il digère toujours et très mal sa défaite. À la une de Sunulam, Lac 2 dit avoir lutté contre le gouvernement, pas contre Modou. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue, c'est sur l'affaire du pêcheur guetndarien tué par des gardes-côtes mauritaniens. Et nous avons en ligne le docteur Amadou Dia. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes le président de la Linguère, ancien député du Parti socialiste. Vous habitez également le quartier Guetndar de Saint-Louis, bien sûr. Alassane Seck, bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes le secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits humains. D'abord, docteur Amadou Dia, comment vous jugez la réaction des autorités sur ce qui s'est passé et qui est marqué par la mort d'un pêcheur victime des gardes-côtes mauritaniens? Permettez-moi d'abord de présenter mes condoléances à la famille de Fallou Diakhaté, mais également de partager la douleur de nos parents guendariens, surtout des pêcheurs guendariens, qui, quand même, en plus des problèmes de l'érosion côtière, des problèmes de la brèche, sont encore confrontés à ce problème mauritanien qui commence à durer. Les problèmes de licence de pêche, oui. Oui, le problème des licences de pêche.
Et curieusement, à un moment, on avait beaucoup d'espoir parce que il y a 2 ans, des efforts ont été faits par le gouvernement mauritanien et on avait même pensé que le problème allait être réglé. À l'époque, je me rappelle, j'étais à l'Assemblée, les licences de pêche passaient de 300 à 400. Et on espérait pouvoir quand même continuer les discussions et avoir quand même beaucoup plus de licences dans l'avenir. Mais curieusement, un coup d'arrêt est intervenu, ce qui a fait aujourd'hui que les pêcheurs restent au quai depuis pratiquement des mois. Et vous savez l'importance de la pêche au niveau de Guet-Ndar, mais également de Saint-Louis de façon générale. Oui. Est-ce que les autorités ont bien réagi face à la situation, les autorités sénégalaises? En tout cas, par rapport à ce que j'ai eu comme information avec l'arrivée immédiate du ministre de la Pêche, mais également du ministre de l'Intérieur, la réaction de refuser même, le fait de refuser même qu'il nous dépose le corps de ce garçon-là, comme on avait tué, comment dirais-je, un poulet. Là, je crois que c'est quand même une réaction normale qui montre quand même aux autorités mauritaniennes qu'on ne peut plus accepter, qu'on ne peut plus les laisser en tout cas faire n'importe quoi sur les populations, sur nos pêcheurs et sur les populations. Très bien. Je reviens à vous, docteur Amadou Dia. Alors, Alassane Seck, les autorités ont-elles la bonne réaction? Oui, après coup, oui, mais avant coup, Antoine, c'est le plus important, c'est pour dire qu'il n'y a pas eu la gestion rigoureuse qui devait accompagner cette situation assez délicate de voisinage entre la Mauritanie et le Sénégal. Et puis, on a pu vivre malheureusement en 89 un drame qui jusqu'à maintenant perdure. Oui. Je voudrais rappeler que jusqu'à maintenant, en 2018, presque 30 ans après, les réfugiés sont encore au niveau des rives du fleuve Sénégal. 30 ans après. Pour dire la délicatesse, la difficulté donc, de cette situation de conflit qu'on aurait pu éviter justement dès lors que la Mauritanie avait accepté d'augmenter les licences de pêche 300 à 400, vous l'avez dit tout à l'heure, il faudra constater que ce blocage, qu'il n'y ait pas eu de cadre de concertation pour continuer les discussions et créer donc un cadre de formalisation de la pêche avec surtout les intérêts du Sénégal, parce que c'est le Sénégal qui va pêcher en Mauritanie, c'est le constat. Oui. Donc on constate à la limite une négligence ou un laxisme, il faudra dire le mot, qu'il y ait un blocage de ces dialogues entre les deux gouvernements. Mais pour ce cas précis, vous direz au Sénégal d'aller jusqu'au bout? Oui, bien sûr que de façon logique. Il ne peut pas être impuni qu'on puisse tuer à tour de bras et puis qu'on en finisse. Je pense que ce serait d'abord un déclic, non seulement pour régler ce problème, et ensuite ne pas pérenniser en tout cas les accords pour que ce conflit ne revienne pas, parce que c'est la énième fois. Et chaque fois, comme on le savait, les gardes mauritaniens ont la gâchette facile. Ils tirent donc, ils ont cette manie de tirer sur des populations, malheureusement. Mais il faut admettre qu'il y a eu une négligence auparavant. Maintenant, nous avons pu constater donc un effort du président mauritanien qui a, disons, présenté ses excuses. Il faudra s'en féliciter. Donc, on présente surtout nos condoléances à la famille donc, du jeune disparu, un gosse de 19 ans, qui est mort à la période de l'âge. Mais il faudra qu'on en tire des conséquences pour que cette situation ne puisse continuer. Mais je vous retrouve tout à l'heure. Pour boucler avec vous, docteur Amadou Dia, on termine. Est-ce que les autorités sénégalaises ont eu à prendre sérieusement en charge avec celle mauritanienne cette question de conflit fréquent entre pêcheurs saint-louisiens et gardes-côtes mauritaniens? Mais je crois que pour qu'il y ait des accords, il faut que les deux parties puissent accepter, puissent faire un compromis. Mais je vois que le Sénégal, comme en tout cas le gouvernement sénégalais a toujours fait des efforts, a toujours essayé en tout cas de faire des propositions qu'on peut accepter vis-à-vis du gouvernement mauritanien. Mais je crois que le problème, il faut oser le dire, le problème c'est vraiment au niveau, se situe au niveau de nos parents mauritaniens ou de nos voisins qui vraiment ne nous facilitent pas la tâche. Mais pour négocier également, il faut être deux. Par contre, ce qu'on ne peut pas accepter et qu'on ne peut pas comprendre, c'est la tuerie. Tu peux ne pas donner des licences de pêche, tu peux ne pas
collaborer avec ton voisin. Mais je pense que aller jusqu'à tuer quelqu'un à quelques kilomètres de chez lui, là également, c'est incompréhensible. Parce qu'il faut qu'il comprenne que le pêcheur guindarien ne peut pas faire la différence entre l'eau, les eaux de Gokhoumat et les eaux de Salsal. Et une fois arrivé à Salsal, il y a déjà les gardes-côtes mauritaniennes. Et là, je dis, c'est là également où j'interpelle l'État sénégalais. C'est-à-dire là également, il faut que l'État puisse mettre à la disposition des guindariens de leurs gardes-côtes égales des gardes-côtes sénégalais pour qu'ils puissent être comme le font les Mauritaniens, qui peuvent être dans les eaux et contrôler et les entrées et les sorties de nos pêcheurs. Merci, docteur Amadou Dia, président de la Slinger, ancien député du Parti socialiste. On termine avec vous, Alassane Seck, rapidement. Comment faire pour que cela n'arrive plus? On l'a dit tout à l'heure, Antoine. Je pense que c'est d'abord la discussion au plus haut niveau. On l'a dit tout à l'heure, le président Macky Sall, je pense, a pu rencontrer son homologue mauritanien à Addis Abeba. Oui. C'est heureux. Je pense qu'entre deux responsables de ce niveau, il ne devrait pas y avoir de désaccord. On peut constater que c'est une situation extrêmement grave. J'ai dit tout à l'heure que le conflit perdure quand ces deux pays voisins, aussi impliqués, aussi imbriqués, c'est des familles de part et d'autre, les mêmes familles. Donc je pense qu'au plus haut niveau, il est urgent que les deux présidents s'asseyent, discutent. C'est une occasion, malheureusement, que l'occasion qui fait le larron, pour que de façon définitive, ces accords soient conclus et pérennisés. Très bien, merci Alassane Seck, secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits humains. C'est fini pour Au point de vue, le rappel de quelques titres. Quartier montagne de Louga, c'est là qu'habite le jeune pêcheur tué par les gardes-côtes mauritaniens. Chez Faloussal, c'est la consternation. L'ancien ministre de la Pêche, Pape Diouf, appelle à la reprise des négociations entre le Sénégal et la Mauritanie et sur les licences de pêche. Affaire des 4 touristes espagnols en Casamance, aucune nouvelle du chauffeur qui les transportait. Du côté des enquêteurs, c'est le silence total. Les autorités diplomatiques espagnoles à Dakar ne veulent pas non plus se prononcer sur l'affaire qui a fait grand bruit ces derniers temps. Et puis le procès de Khalifa Sall à Dakar et Abuja synchronisent pendant que la bataille sur les exceptions de nullité se poursuit dans la capitale sénégalaise. La Cour de justice de la CEDEAO, saisie par les conseils du maire de Dakar, se penche sur la requête. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Vincent Mamadou Diop, réalisation Daouda Diouf et El Hadj Ndiogou Diène. Pape Oumar Diaw était à la régie. À 13h, El Hadj Assane Gueye pour la grande édition à Wolof. Tout de suite, Dialgati Khibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.